À la fin du 15e et au début du 16e siècle, vécut un homme fascinant, un rêveur, un inventeur et un artiste. On doit à son coup de pinceau, très caractéristique, la réalisation des toiles les plus splendides et énigmatiques que le monde ait jamais vues. Sa fertile imagination conçut d'étonnantes inventions, poussant ainsi les limites du pouvoir créatif de l'homme. Léonard de Vinci, l'art et la science, l'inspiration et la connaissance. En résultera une impertinence très inattendue, un secret extrêmement intime exprimé dans une de ses œuvres les plus populaires. Une révélation qui nous garantirait une perception différente du visage que nous pensions connaître. Le secret que renferme le sourire de Mona Lisa. Mona Lisa est certainement une des plus grandes œuvres de l'histoire de l'art. Combien d'interprétations ont été émises à son sujet? Combien de fois a-t-elle été reproduite, contrefaite ou volée? Un trésor bien gardé est enfoui dans son sourire. Une vérité absolue, prête à être découverte. La recherche de cette vérité nous mènera à la clé ouvrant la porte de la vie de Léonard. Une vie vouée à atteindre une perfection inaccessible et qui, en 1503, incarnait les ambitions les plus démesurées, comme voler et traverser le ciel tel un oiseau, ou une autre chimère, la création d'un être parfait résultant d'une mixtion entre les attributs de l'homme et de la femme. La Mona Lisa est l'œuvre la plus connue de Léonard. Il n'est pas surprenant qu'elle ait été décrétée l'œuvre la plus populaire au monde. Son nom atteignit les plus hauts sommets de l'histoire de l'art. Tout au long de l'histoire, son sourire inspira et éclaira nombre d'artistes. Elle immortalisa également son créateur, le rendant ainsi maître dans son art. Cependant, une seule interrogation peut nous éclaircir sur une quelconque idée reçue à propos de cette œuvre. Cette question est, où se trouve-t-elle maintenant? La réponse peut paraître évidente. Elle est exposée au musée du Louvre à Paris. Et si nous affirmions que ceci est faux? La peinture fut créée entre 1503 et 1505 à Florence. Elle est le fruit d'une demande effectuée par Francesco del Giocondo, un marchand florentin. Il souhaitait un portrait de sa troisième femme, Lisa Gherardini, sa cadette de 20 ans, qu'il avait épousée quelques années auparavant. Pour Léonard, ceci n'était pas qu'une simple commande. Cette tâche, ce portrait de Mona Lisa, fut pour lui une expérience fascinante. Elle fut uniquement conduite par son désir de voler, un désir ardent qui, à cette époque, devint une obsession. Petit à petit, deux éléments allaient prendre une place prépondérante dans sa vie. Son rêve de voler et ce portrait. D'une part, voir le monde des cieux et ainsi comprendre le secret des oiseaux. Et d'autre part, réaliser un portrait regroupant les symboles résumant l'essence propre de l'être humain. Des symboles qui transcendent le temps et ses limites. Léonard rencontra Mona Lisa en 1503. L'année même où il se lançait dans la création de sa machine volante. Il était tourmenté à chaque fois qu'il observait les oiseaux en plein vol, de plus en plus impatient de pouvoir les imiter. Il était obsédé par le fait de voler, de pouvoir voir le monde d'en haut, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Il occupait son temps à la réalisation de ses machines volantes et aux séances de pause avec Lisa. À cette époque, elle n'avait que 24 ans
et Léonard plus de 50. Pour ses séances de travail avec elle, il interrompait généreusement ses calculs sur le vent ou la densité de l'air. Les deux développèrent instantanément de bonnes relations. Mais la légende veut qu'au moment où l'artiste peignait la jeune femme, celle-ci se trouvait dans un profond désarroi, dû à la perte récente d'un enfant. L'artiste essaya de capturer et de transcrire sur le canevas l'insaisissable et distante tristesse de son âme. Ce fut une des rares fois où il n'interrompit pas un de ses projets pour en entamer un autre. Pour être un peu plus précis, le mari de Lisa avait engagé des musiciens pour égayer et enchanter ses journées de travail avec Léonard. À l'époque, ceci était de coutume pour soulager la fatigue et éloigner l'ennui de ses séances. Les biographes n'ont jamais été capables d'expliquer pourquoi l'artiste était si obsédé par Lisa. Les spéculations veulent que leur relation changea le jour même où elle lui apprit son âge, 24 ans. Avec les mystérieuses complexités qu'offre l'alchimie, Lisa devint aux yeux de Léonard la réincarnation d'Albiera, sa mère adoptive avec qui il vécut des temps si joyeux à Vinci. En effet, Albiera était décédée à 24 ans, âge de Lisa à cette période. Peut-être voyait-il cette mère à chaque fois qu'il posait son regard sur Lisa. Chose certaine, pour plusieurs raisons, l'artiste ne pouvait jamais se séparer de ce mystérieux canevas. Il le garda à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours. Ceci ouvre une autre porte vers un labyrinthe rempli de questions complexes. Si ce portrait était une commande, pourquoi ne l'a-t-il jamais rendu à son propriétaire légitime? Pourquoi l'a-t-il gardé jusqu'à ses derniers instants? Il y a plusieurs théories, mais aucune d'elles ne sont pleinement satisfaisantes. Les peintres et biographes de l'époque à Léonard étaient envoûtés par la beauté de la peinture. Ils en feront des copies et produiront des écrits et des esquisses inspirés de celle-ci. L'analyse la plus crédible est celle de Vasari, un biographe contemporain de Vinci et d'autres peintres de la Renaissance. Vasari fut le premier à appeler ce portrait Mona Lisa, 3 décennies après la mort de Léonard. Son nom d'origine, Madame Lisa. Ce fameux biographe expliqua que De Vinci n'amena pas le portrait inachevé avec lui quand il quitta Florence pour aller finir ses jours en France, au château de Clos-Luzet. À l'inverse, Antonio de Beatis, qui rendit visite à Léonard dans ce château de Clos-Luzet en 1517, mentionna sans ambiguïté dans ses journaux que vers la fin de sa vie, 3 pièces se trouvaient aux côtés de l'artiste, celle de Jean le Baptiste, celle de Sainte-Anne et le portrait d'une mystérieuse dame de Florence. Il fut également mentionné dans le journal de bord de Béatis que Léonard avait vendu un portrait au roi de France Francis Ier, son protecteur, pour la somme de 4000 couronnes. Cette peinture est exposée aujourd'hui au Louvre. 2 chroniques complètement contradictoires. Une controverse que personne n'a pu clarifier. Léonard a-t-il apporté la Mona Lisa avec lui en France? Ou l'a-t-il laissée ici, inachevée, à Florence? Peut-être que ces 2 événements ont eu lieu. C'est à cet instant qu'une énigme se dédouble. Pourrait-il y avoir 2 tableaux portant le même nom? L'un perdu et l'autre au Louvre? Lequel des 2 serait la vraie Mona Lisa? Regardons de plus près. La Mona Lisa, telle que décrite par le biographe Vasari, a des traits spécifiques qui ne correspondent pas avec ceux de la peinture exposée au Louvre. En fait, un minuscule détail devient plus qu'une évidence. Les sourcils de Mona Lisa. La biographie fait l'éloge du naturel des sourcils de Mona Lisa, de la manière dont ils semblent émerger de chacun de ses pores en parfaite harmonie avec sa peau. Autant dire que les sourcils et les cils sont des éléments fondamentaux au réalisme du portrait. De plus, cette chronique souligne également son puissant regard, par une aggravation de la continuité de ses cils. Regardons la peinture. Dans la célèbre version du Louvre, où sont les sourcils?
La peinture exposée au Louvre ne présente ni cils ni sourcils. Pour justifier cette absence, certains critiques avancèrent qu'il s'était estompé en raison de la médiocre conservation au travers des siècles. Il est vrai qu'afin de la protéger, la toile reçut plusieurs couches de vernis qui la décolorèrent quelque peu. Il est également vraisemblable qu'en 1956, elle fut victime de l'acide. Cependant, seule la moitié du bas fut endommagée. Autre fait, des études radiologiques effectuées par le Louvre montrent que la peinture en question est extrêmement bien conservée et qu'elle n'a jamais arboré ni sourcils ni cils. Les preuves deviennent irréfutables. 2 tableaux portant le même nom, mais aux destinées très différentes. D'un côté, le portrait fidèle de la jeune Mona Lisa, aussi connue sous le nom de Joconde, épouse de Giocondo. Ce portrait inachevé de la jeune femme avec sourcils et cils resta à Florence. De l'autre, une seconde peinture, la fameuse réalisation où le sujet n'a pas de poils sur le visage. Une des plus grandes œuvres de l'histoire, la préférée de Léonard, et celle qui l'aura contemplée jusqu'à ses derniers jours. 2 peintures, une d'elles inachevée et vouée à l'oubli, et l'autre terminée et exposée au Louvre. Il existe une fresque surprenante du grand peintre Raphaël de Zanzio qui soutient la théorie des 2 portraits. Pendant que Léonard peignait Mona Lisa, Raphaël lui rendait visite à son studio à Florence. Subjugué par l'œuvre, il entreprit une esquisse identique que l'on retrouve également au musée du Louvre. 2 différences la démarquent du célèbre portrait de Léonard. Premièrement, les 2 colonnes érigées de chaque côté de la figure sont inexistantes dans l'œuvre de Léonard. L'explication de cette absence tiendrait dans le fait que, à travers les siècles, la peinture aurait peut-être été coupée, rajustée jusqu'à atteindre sa dimension actuelle de 53 par 57 cm. En revanche, la seconde différence est beaucoup plus frappante. La femme sur la toile de Raphaël possède des sourcils bien définis. Deux colonnes grecques apparaissent derrière la dame. Des colonnes qui sont absentes dans la version de Mona Lisa que possède le Louvre. Voici des preuves supplémentaires montrant que la Mona Lisa, peinte par Léonard entre 1503 et 1506, n'égale certainement pas celle du Louvre, connue sous les noms de Mona Lisa ou de la Joconde. Gioconda, en italien, signifie femme heureuse. Cette expression pourrait être attribuée à une femme souriante, comme celle de cette fameuse toile. De plus, ce même terme pouvait être attribué à la femme d'une personne ayant comme surnom Giocondo, comme c'était le cas avec Mona Lisa, une sorte de référence informelle. Ces 2 éventuelles significations pourraient aider à comprendre les incohérences entre les documents historiques de Vasari et de Béatis. Vasari, en référence à la toile de la femme de Giocondo, décrivait la peinture qui restait à Florence comme Mona Lisa. Béatis évoquait une toile, autre toile souriante, une peinture que Léonard amena en France et qui se retrouve aujourd'hui au Louvre. En effet, les Français ne font pas référence à la toile exhibée au Louvre en tant que la Mona Lisa, mais bien comme la Joconde ou Gioconda. Ceci nous dirige vers une autre inévitable question. Qui est donc représenté dans la plus grande œuvre d'art au monde? La réponse vient bouleverser profondément les fondements de l'Occident. Une vérité transcendante et mystérieuse nous mène une fois de plus vers Léonard le Rebelle, qui continue de nous parler de l'au-delà, comme pour ébranler nos croyances, dissiper nos idées longuement acceptées et nous confronter à de grandes vérités. Allons rencontrer la personne derrière le nom de Mona Lisa. Pénétrons l'esprit de Léonard de Vinci.
2 peintures, l'une au Louvre et l'autre disparue, comparables à 2 participantes au jeu de la ressemblance et de la différence, proclamant chacune son authenticité. Si l'on considère que l'original est inspiré par Lisa, celle-ci souvent décrite par les contemporains de Léonard, et que l'endroit de son exposition demeure inconnu, alors qui est présenté dans le célèbre portrait du Louvre? Et pourquoi son identité a-t-elle été gardée secrète pendant toutes ces années? Ces questions émergent des profondeurs de la spéculation et s'élèvent pour nous aider à décrypter cette incroyable peinture qui nous regarde, impassiblement, du mur de musée. Combien de secrets de Léonard révélera-t-elle? La période où Léonard peignit cette œuvre fut certainement l'une des plus chargées de besogne. En effet, à cette époque, il dessinait un canal pour la rivière Arno et réalisait une série d'esquisses de la bataille d'Anghiari. En tant qu'artiste, il était reconnu à travers l'Europe et recevait des commandes au style varié. Il avait l'âge parfait. Il était à l'apogée de sa carrière et son audace le menait au point culminant de son génie. Il croyait qu'il pouvait entreprendre n'importe quel défi. Léonard était très sollicité et appelé pour des missions, des projets à mettre en place ou des œuvres d'art à réaliser. Mais son esprit ruminait une idée depuis des années. Tous les jours, il prenait des notes en rapport à la dynamique des oiseaux. Il détaillait le mécanisme de leurs ailes, les faisant varier en fonction du vent. Son prochain objectif était lié à une autre sorte d'art, l'art de voler. Cette fois-ci, ses infatigables prises de mesure avaient pour but d'imiter la nature, d'imiter les oiseaux. Nourri par cette obsession, Léonard créa des centaines de croquis truffés de leviers, poulies et formules. La machine volante devint son plus grand rêve. Une mention se retrouve dans ses cahiers personnels en marge de l'année 1503. Une phrase peut être un conseil, un souhait, ou mieux encore, une prémonition. N'attends pas davantage. Si ton oiseau peut voler, il doit le faire maintenant. Cette année, comme toutes les autres, passera rapidement. Léonard de Vinci. Les années passèrent et Léonard vit sa vie se dérober et se partager entre les projets et les idées qu'il devait compléter. Le temps avançait et Léonard ne savait toujours pas si sa machine volante allait fonctionner. Mais une chose était certaine, il devait accélérer le pas. Pour la première fois de sa vie, il voulut finir son travail et matérialiser ses idées plus que tout. Tous les soirs, après avoir placé une couverture protectrice sur le portrait, Léonard étudiait pour le test final, celui qui lui permettrait de voguer dans les cieux. Voler pour lui n'était ni un exploit, ni la solution d'un casse-tête, mais beaucoup plus que ça. Quand il écrivait sur le vol de grands oiseaux, ses mots prenaient une tendance religieuse et profonde. Imiter le vol des oiseaux devint sa passion, car ils sont les seuls êtres privilégiés à vivre entre 2 dimensions. Un portail que Léonard avait cherché à franchir toute sa vie. Mais ce rêve ne satisfaisait pas son obsession, son esprit en redemandait. Capturer les profonds sentiments de la femme en face lui devait une expérience passionnante. Un portrait révèle l'âme d'un individu, et Léonard rêvait de pouvoir faire rejaillir cette âme. Alors, jour après jour, il organisait son temps afin de donner libre cours à ses 2 grandes obsessions. Celles-là même qui, en bout de ligne, donneront un sens à sa vie, par ce désir ardent de les voir se réaliser. C'est au crépuscule que Gioconda venait poser pour son portrait. Il est rapporté que Léonard et Gioconda ressentaient une profonde affection l'un envers l'autre. Léonard l'entourait de poésie, de chansons et de conversations hors du commun. Il lui racontait souvent des histoires et ils riaient ensemble. Pendant ce temps, son esprit luttait pour capturer l'harmonie exprimée sur ce visage. Il scrutait son visage, le mouvement des muscles autour de sa bouche.
En faisant face aux contradictions apportées au portrait affiché au Louvre, nous devons accepter le fait que la femme y figurant n'est pas la femme de Giocondo, mais sans aucun doute quelqu'un d'autre. Les documentalistes qui défendent le concept des deux versions maintiennent fermement que les deux toiles sont les fruits de l'incomparable toucher de Léonard. Les deux œuvres se ressemblent peut-être, mais demeurent dissemblables, chacune étant fondamentalement distincte. Elles mettent en valeur des personnes différentes, l'une inspirée de l'autre. Si Mona Lisa n'est pas celle qu'elle devait être, et sachant qu'il n'y a aucune source fiable pour confirmer son identité, alors qui Leonardo a-t-il peint dans sa plus grande œuvre? Depuis la création de cette œuvre, l'histoire et les tumultes qu'elle suscita se rapprochent plus d'un roman de détective que d'une œuvre d'art. Un complément d'information sur l'œuvre nous orientera peut-être dans la bonne direction. Examinons la peinture du Louvre. Ses mains potelées, son attitude, ainsi que son air paisible suggèrent la notion de fécondité, ce qui laisse sous-entendre qu'elle était enceinte. De plus, sa poitrine généreuse, sa tenue vestimentaire plutôt ample, ainsi que sa posture, supportent également l'idée que Léonard peignit une femme enceinte. Mona Lisa était-elle enceinte ou venait-elle de perdre un enfant? Ceux qui réfutent l'éventualité de l'existence d'une deuxième version de cette toile ne peuvent expliquer les plus simples contradictions. La bouche la plus populaire au monde semble poser des questions auxquelles personne n'ose répondre. Par exemple, on s'interroge souvent en regardant la Mona Lisa sur les raisons de l'humilité de ses vêtements. À la Renaissance, les sujets de ces portraits ou leurs commanditaires possédaient assurément assez de pouvoir et d'argent pour ces financements. En effet, les autres portraits de Léonard de Vinci représentent des femmes de grande notoriété ou des courtisanes. Ces portraits faisaient office de documents marquant le statut d'un noble et augmentant ainsi son pouvoir. Seulement ceux qui pouvaient se le permettre se faisaient tirer le portrait. On prétend que ces modèles posaient de manière exubérante et luxuriante. Il est difficile à croire que Giocondo, un marchand et un bourgeois en devenir, autorisait sa femme à être immortalisée comme pauvre. Par ailleurs, son sublime visage, son regard, son fameux sourire et la sérénité de ses mains contrastent tous avec les vêtements qu'elle porte. Ceux-ci ne sont-ils pas encore des preuves qui nous sautent au visage? Et si ce n'était pas son portrait? Possibilité audacieuse, mais ô combien judicieuse. Le portrait le plus populaire du monde ne serait pas un portrait de Mona Lisa, mais plutôt un portrait de Léonard de Vinci, un autoportrait. Plusieurs investigations ont montré la frappante ressemblance entre le physique de Gioconda et l'autoportrait de Léonard de Vinci. Des études minutieuses ont été effectuées comparant coups de pinceau, lignes, traits, rides, expressions des visages et regards scintillants. Et nombre de similitudes ont été découvertes entre les deux œuvres. Il est coutume d'affirmer que les artistes expriment toujours une part d'eux-mêmes et de ce qui les préoccupe dans leur création. Leurs inspirations prennent source au sein même des différents éléments qui lient leurs travaux, leur sensibilité et la recherche de leur identité. D'où le fait que le portrait le plus important de l'histoire et l'image la plus populaire du monde soit un autoportrait de Léonard de Vinci. La théorie de l'autoportrait est une explication possible, une justification aux vêtements humbles et au fait que ce portrait ressemble tant à Léonard. En réalité, ce serait la représentation de sa mère biologique, Katharina. Mais il y a une troisième théorie compatible avec les deux autres, la théorie dite de l'hermaphrodite. Selon cette théorie, Léonard n'aurait pas simplement combiné l'image de sa mère avec la sienne, mais serait arrivé à produire la synthèse parfaite du mâle et de la femelle par le biais de la Gioconda. Le résultat de la recherche sur l'androgynie parfaite
était en contradiction avec tous les écrits de l'époque. La symbolisation de l'importance de la femme dans la vie de l'homme, la part féminine en toutes choses, la fertilité et la philosophie de la terre-mère sont toutes des tendances qui datent du temps des rites les plus anciens, du temps des évangiles gnostiques. À la vue de tous les indices éparpillés dans l'ensemble de ses œuvres, ces idées peuvent toutes être allègrement attribuées à Léonard. Une attitude dangereuse à observer. Imaginez ce qui aurait pu arriver si l'Église avait compris cet acte de défiance. Il aurait certainement été interprété comme un acte d'hérésie, ou du moins fait scandale. À travers les époques, évoquer le changement de sexe, même dans les œuvres d'art, et à plus forte raison dans une œuvre aussi prestigieuse et populaire que celle-ci, était toujours difficile à accepter. Il aurait été logique d'essayer de la cacher, de la dissimuler sous des centaines de versions différentes, des rumeurs et des informations contradictoires. Cette théorie conduit vers d'autres questions et messages cachés. Devant nous se trouve une interprétation de la sexualité qui propose une nouvelle vision de l'histoire et établit la base d'une théorie révolutionnaire mais ancienne des sexes. Une théorie en conflit total avec les dogmes chrétiens et les valeurs occidentales. Quels sont les messages ésotériques dissimulés à même cet autoportrait? Comme dans tous ses travaux, Léonard cache des symboles dans cette pièce, mais cette fois, il va beaucoup plus loin que dans les autres. L'exultation sacrée de la fusion des sexes, la supériorité divine du troisième sexe. Malgré sa spiritualité apparente, il est colporté que les habitudes de Léonard n'avaient vraiment rien de chrétiennes. Il n'allait pas à la messe, il travaillait le dimanche et rédigeait des formules chimiques incompréhensibles, une sorte d'aphorisme. Il parlait souvent de Jésus comme un homme mort en Orient et riait du culte de la Vierge. La seule chose qu'il vénérait était l'ordre divin et naturel des choses. Il approuvait toute loi respectant la nature. Ses pensées et ses actions le plaçaient en position de pécheur aux yeux de l'Église. De plus, ses excentricités lui donnaient un air considérablement démoniaque. Il profanait des tombes, écrivait son journal intime à l'envers et cherchait un élixir pour duper Dieu et repousser la mort. Considérons l'hypothèse où Léonard est un grand maître du prieuré de Sion. Ceux-ci avaient pour mission la protection de la supposée descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Par conséquent, le devoir de réaffirmer le rôle de la femme dans l'Église qui les oppressait tant. Il aurait été justifié qu'il eût recours à un langage codé pour exprimer ses secrets et nous transmettre des messages. Un langage complexe, mais déchiffrable par le biais de mots de passe. Ses écrits et diagrammes sont remplis de messages, les anagrammes. Un langage uniquement compris des initiés. Des messages cryptés ou anagrammes, des cryptogrammes, de vrais casse-têtes. Tous des messages secrets disposés ensemble pour que les bonnes personnes parviennent à les comprendre. Se faire démasquer aurait été synonyme de torture, de mort au bûcher. Utiliser le mauvais messager ou avoir l'attitude de quelqu'un détenant une information importante aurait été une perdition certaine. Comment protéger de l'information importante et en même temps délivrer des messages censés être secrets? Comment les faire passer sans être détectés? Léonard utilisait des anagrammes dans ses écrits. Ses journaux intimes et ses notes sont pleins d'aphorismes allégoriques et d'anagrammes. Ceci corrobore l'idée que Léonard utilisait les mêmes méthodes de codification dans ses plus grands portraits. Laissant libre cours à leur imagination, certains se sont même aventurés à dire que le nom de Mona Lisa renfermait aussi un message hérétique, encodé au sein d'une sorte d'anagramme. Il serait possible de créer deux combinaisons étranges avec les mots Mona Lisa. La première théorie est que Mona Lisa est une anagramme pour Amon et Lizzie, en prenant l'ancienne orthographe du mot Isis, des dieux égyptiens symbolisant le mâle et la femelle. De ce fait, le nom de la peinture marquerait la position pro-androgyne de Léonard. La seconde théorie est que Mona Lisa est une anagramme basée sur les mots latins son et sol,
qui sont les composantes de base de la transmutation primaire. De son, or, à sol, argent vers le mercure. Une fois de plus, faisant allusion à l'union du mâle et de la femelle. En revanche, les deux théories présentent deux défauts insurmontables. Premièrement, de son vivant, Léonard n'a jamais appelé cette peinture Mona Lisa. C'est Vasari, un biographe, qui lui donna ce nom 3 décennies après sa mort. Deuxièmement, si l'on considère la véritable orthographe de ces mots, Mona Lisa, avec 2 N, provenant de l'italien, tout anagramme comprenant un N est à exclure. Afin de délivrer ces informations d'une importance capitale et pour camoufler ces symboles interdits, Léonard utilisait une technique ingénieuse. Il les rendait visibles aux yeux de tous. Ils étaient tellement visibles que pendant des siècles, ils ne furent jamais détectés par la censure. À cette période, personne n'était au courant de l'existence de cette deuxième pièce. Les autres commandes qu'il recevait allaient devoir attendre, y compris celle de la duchesse de Mantua, qui, pendant 15 ans, l'avait supplié de lui faire son portrait. Il préférait passer la majeure partie de son temps avec la femme du marchand. Du marchand inspira Léonard. Il ne pouvait qualifier ce qui l'avait envoûté à ce point, mais sa présence était ressentie un peu comme une auréole qui l'aurait confiné à l'intérieur d'un rêve. Un rêve qui le conforta dans l'idée qu'à travers Lisa, il retrouverait Albiera de nouveau. Peut-être que l'amour est tout ce que notre enfance nous lègue. Imaginons la campagne de Vinci durant la récolte. Surveillé par sa mère qui travaille non loin de là, le jeune garçon joue tranquillement dans son berceau. Léonard lui-même racontait cette histoire. Un gros oiseau virevoltait près du berceau, éclipsant ainsi le soleil. Peu après, il vint se poser sur les rebords du berceau et, avec les plumes de sa queue, il se mit à chatouiller les lèvres du bébé. Les adultes, alarmés par la scène, arrivèrent très agités et trouvèrent l'enfant souriant. Le jeune Léonard, ami des oiseaux. Un rêve ou un souvenir d'enfance? Léonard n'a jamais eu de certitude, mais a toujours eu les oiseaux en tête. Par contre, le souvenir du paysage de son enfance lui est demeuré bien réel. Voici la ville où il a grandi. Une colline entourée de vallées dominant la rivière Arno. Un ciel bleu contrastant avec les toits des habitations suspendues au-dessus d'une vallée. C'est ici que les oiseaux l'accueillirent dans ce monde et générèrent les premières d'une longue série de questions. Comment voler était-il possible? Si je peux voler, je serai connu de partout dans le monde et retentirai à jamais. Les gens regarderont vers le haut et verront un homme avec des ailes. Léonard de Vinci. Il y a une petite illustration très révélatrice de Léonard. Un dessin exhibé dans un musée en France. Il fut crayonné en 1460 quand l'artiste n'avait que 8 ans. Comparable à une prophétie, ce fusain représente Jésus jouant avec un jouet proche d'un hélicoptère, un oiseau mécanique avec une hélice. Est-ce là un dessin naturel pour un garçonnet de 8 ans vivant à cette époque, où l'on ignorait même que la Terre était ronde? Quelle autre vision futuriste Léonard avait-il encore? Et qui pouvait les comprendre? Après plusieurs essais peu fructueux, son projet volant semblait avancer favorablement. Il ne fit pas que reproduire les ailes d'un oiseau. Après des années d'études et d'observations, il était parvenu à accumuler d'énormes connaissances, des éléments clés sur la gravité et sur l'interaction et la résistance de l'air lors de la chute d'un corps. Il assimilait tellement ces mécanismes comme s'il avait eu le corps d'un oiseau.
Quand Léonard lâchait ses pensées, toujours à la recherche d'une image, il plongeait dans le labyrinthe qui était l'âme de Mona Lisa. Pour lui, tenter, par l'entremise d'un visage exprimant la fraternité, de transmettre les mystères de l'âme représentait une obsession similaire. Qui était Léonard? Peut-être espérait-il qu'en laissant des traces et des énigmes, quelqu'un, un jour, comprendrait sa vraie nature. Le premier vol du grand oiseau sera effectué du mont Tchétchéry. Il remplira l'univers de stupéfaction. Léonard de Vinci. Si ce portrait, connu sous le nom de Mona Lisa, est tellement transcendant, peut-être est-ce parce qu'il réunit plusieurs de ses principes, inquiétudes et obsessions. Peut-être que la théorie voulant que Léonard faisait partie des sociétés secrètes qui défendaient la divinité féminine dans l'Église chrétienne était fondée. Ou peut-être que la peinture est un portrait de Katharina, sa mère biologique. Ou encore, est-elle un autoportrait ou même un amalgame de ces trois éléments? Une chose est certaine, avec sincérité et dévotion, Léonard se cherchait lui-même, s'affirmant devant le monde entier en tant qu'artiste, révélant ses envies les plus intimes, ainsi que ses plus grandes craintes. De la même manière qu'il cherchait à libérer son corps par le vol, il tentait de libérer son âme en représentant qui il était vraiment, un être androgyne, scindé en deux. Deux moitiés d'un être, l'une cherchant constamment l'autre, le sexe opposé. L'être le plus primaire, celui qui donne à la vie à toute chose, l'être entier, le complet, mère et père, fils et fille. Léonard était probablement amoureux de Lisa del Giocondo. Son amour était sûrement platonique et idyllique. Cependant, c'est par le truchement de la peinture que nous savons que Léonard s'est lui-même représenté. Il lui donna le plus beau sourire de l'histoire, le sourire qui révèle tout en silence, le sourire qui transcende le nom même de Léonard. L'artiste universel. Le sourire de Mona Lisa. Du mouvement des vagues aux oiseaux en plein vol, je peins le mouvement d'un sourire. Léonard de Vinci. Le sourire le plus populaire au monde, affiché sur une peinture manifestement paisible, générait des tensions peu communes. Léonard pouvait appréhender la rencontre entre deux courants aquatiques ou les mouvements d'un oiseau pris dans des vents contraires. Il savait même comment deux muscles d'un corps conjuguent leurs fonctions pour n'en former qu'un. Dans l'œuvre de la femme souriante, nous retrouvons un visage qui capture l'instant précis où deux émotions se rejoignent. Le temps et l'espace, la tristesse et la joie. Nous ne saurons jamais si Léonard réalisa son rêve de voler. Mais dans son travail, il découvrit certainement une machine volante qui prit effectivement son envol. Faisant maintenant partie de notre héritage universel, son travail a traversé les temps et nourrit bon nombre d'imaginations. Finalement, avec cet autoportrait, Léonard a créé ce que personne d'autre n'a jamais pu créer. Pour parvenir à ses fins, il a secrètement transcendé une image universellement populaire, nous laissant toujours ce sentiment d'inconfort et cette impression que nous n'avons pas tout compris. Une image classique, comme le visage de son créateur.
À 50 ans, Léonard a plus entrepris en une seule vie que la plupart des artistes de son époque réunis. Ingénieur militaire, architecte, scientifique médico-légal, voyageur et autres remplis de vie. Imaginer sa vie requiert des définitions ardues mais nécessaires, car pour Léonard, personne ne peut s'attendre à acquérir un résultat sans quelconque raisonnement, expérience ou réalisation. Comme nous l'avons déjà prouvé, des messages ésotériques des plus significatifs se retrouvent dans son art. Mais il n'en conserva que quelques bribes. Gioconda en matérialise certainement une. Peut-être que ses idées sur la réincarnation et sa connivence avec le bouddhisme se retrouvent aussi dans son œuvre. Tout est possible quand on parle de Léonard. Son imagination était sans frontières et Gioconda était, peut-être, son plus grand projet. La Joconde, ici, au Louvre, résume le rêve de Léonard, la perfection de son existence. Cette œuvre s'érige parmi toutes les autres comme l'élément manquant recherché par Léonard. Mais qu'a-t-il pu arriver au portrait de Lisa? Devant le nombre de commandes et de projets qui affluèrent durant la période où il réalisa cette peinture, Lisa lui répétait qu'elle doutait de son achèvement. Léonard rétorquait que pour lui, ce portrait reposait sur des résultats mathématiques et qu'il était certain de le mener à terme. Mais des mois passèrent et Léonard ne compléta pas la peinture. Lisa rabâchait sans cesse que le peintre n'en viendrait jamais à bout. Lisa avait raison. Léonard ne finit jamais l'œuvre et fut oublié dans un coin perdu. Peut-être que le commanditaire décida de la prendre telle qu'elle, et que suspendue au mur d'un palais, elle aurait été rongée par le temps. À l'inverse, celui exposé au Louvre, la Joconde, est parfait. Nous devons nous mettre en tête que ce n'est pas le portrait de Lisa et qu'il y avait deux peintures, l'une perdue et l'autre qui exprime l'âme de son créateur. Aujourd'hui, cette peinture est présentée au Louvre.